20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est dans un instant. Un monument de la culture vient de s'effondrer. Issa Samb, alias Joe Wakam, tire sa révérence à l'âge de 71 ans. Peintre, critique d'art, sculpteur, l'artiste qui a marqué son époque s'est éteint ce mardi à l'hôpital principal. L'horreur à Bethenty, une vingtaine de femmes meurent dans le chavirement d'une pirogue. Elles ont toutes été inhumées ce mardi. Les autorités ont dépêché une délégation sur place. En ligne avec nous, notre correspondante à Fatick pour des précisions sur cet accident tragique. Un accident qui vient allonger une liste de catastrophes et qui relance avec acuité le débat autour de la sécurité des citoyens. Nos reporters ont posé la question aux experts, mais aussi aux Sénégalais, éléments de réponse au cours de cette édition. Bamba Fall libre, le maire de la Médina a quitté Rebeuss, direction son fief de la Médina, où ses militants l'attendent avec impatience. En direct avec nous, Hadi Atala, pour nous faire vivre les moments de retrouvailles, ces moments de retrouvailles. Puis la 25e édition du Festival international de jazz de Saint-Louis s'est ouverte ce 25 avril. De grands noms du jazz sont attendus à ce rendez-vous dans la vieille ville. Toutes les dispositions ont été prises pour faire de l'événement un succès. L'invité du 20h, il s'agit de Samba Ndiaye, directeur général de la CIRN. Il est interrogé par Antoine Diouf. Une interview à suivre comme d'habitude tout de suite après cette édition. Voilà pour les titres, le développement à présent. Bonsoir à tous. Je vous l'annonce tout de suite donc en titre, une figure incontestable du patrimoine culturel national s'est éteinte ce 25 avril. Issa Samb, alias Joe Wakam, est mort ce mardi à l'âge de 71 ans. Le peintre sculpteur, critique d'art, dramaturge a marqué son époque. Le groupe Futur Média, par ma voix, présente ses condoléances à sa famille éplorée, au monde de la culture, sa deuxième famille et au peuple sénégalais dans son ensemble. Un autre titre de cette édition, c'est bien entendu ce drame, l'horreur à Bethenty avec la mort de plus d'une vingtaine de femmes. Tout de suite avec nous, en ligne, dans cette édition, Aminata Goudiaby depuis Fatick. Aminata, bonsoir. Oui, bonsoir Sarah. Alors, inutile de préciser que c'est la tristesse et la consternation ce soir à Bethenty où ces 20 femmes ont été inhumées. Vous avez assisté à la cérémonie officielle. Je rappelle qu'une forte délégation des autorités a été dépêchée sur place. Est-ce que vous pouvez revenir sur tous ces événements en résumé ? Vous l'avez dit, Sarah, l'atmosphère est insoutenable à Bethenty. Tout à l'heure, vous l'avez dit, nous sommes actuellement dans la pirogue qui nous ramène à Founioune. Nous sommes avec le ministre qui était venu présenter les condoléances du gouvernement aux familles des victimes de ce chavirement. Vous l'avez dit, c'est 21 femmes, la plupart des membres d'une même famille. Juste pour dire que la tristesse est en son comble. Mais le ministre de la Paix, Oumar Gueye, a beaucoup insisté sur l'importance du port du gilet de sauvetage parce que tous les passagers qui étaient dans la pirogue n'avaient pas porté de gilet de sauvetage. Ce que le ministre a beaucoup déploré, il y avait 72 passagers, la plupart des femmes et également leurs bagages. Et le ministre a également annoncé 10 tonnes de riz et 10 millions de francs CFA que le gouvernement a remis aux familles des victimes pour essayer de les consoler. C'est tout ce qu'on peut retenir pour aujourd'hui. Merci beaucoup Aminata Goudiaby. Je rappelle notre correspondante depuis Fatick. L'horreur donc à Bethenty avec une vingtaine de femmes qui ont péri dans un naufrage. Alors à l'origine de l'accident, une surcharge de la pirogue associée à de mauvaises conditions météorologiques. Un drame qui remet bien entendu au goût du jour la négligence des mesures de sécurité. Fatou Kinedem. Un voyage avec beaucoup d'espoir au début. L'espoir d'augmenter leurs revenus pour entretenir leur famille. À la recherche d'huîtres, elles ne reverront plus jamais leurs proches. Un naufrage a tout détruit. Je connais bien le coin. Je connais beaucoup de populations, beaucoup de gens parmi les populations de Bethenty. Je dois dire d'ailleurs qu'en tant que politique, nous déplorons la perte d'épouses, de personnes qui sont avec nous et qui ensemble nous travaillons dans le cadre politique. Le maraîchage, la pêche, principales activités à Bethenty dans les îles du Saloum, une zone enclavée. À l'ouest, il n'y a que l'océan Atlantique comme on est là en face de l'océan Atlantique. Au nord, au sud, il y a la Gambie. Et au nord, il y a le fleuve
qui va vers Bosinkan et les îles du Saloum, une partie de l'île Saloum. Nous faisons partie des détroits du Saloum. Et à l'est, maintenant, il y a Missira et Toubacouta. Une surcharge serait à l'origine du drame. Beaucoup de personnes ont péri en mer ces derniers jours. Les mesures sécuritaires semblent être négligées. On dit là-bas, dans un système traditionnel, la seule façon de lutter contre ces phénomènes, c'est de faire en sorte que quand il y a un naufrage, chavirement comme ça, que les gens puissent être protégés en portant des gilets. Le gouvernement a donné des bouées de sauvetage à un coût un peu restreint. Quand même, il faut renforcer ça. Cette tragédie, un coup dur pour ces familles, d'où l'urgence de mettre sur pied des mesures d'accompagnement. Quand vous allez dans un village où il y a 17 femmes, braves femmes, qui ont donné leur vie pour nourrir leur famille, on peut imaginer au niveau individuel, au niveau familial, l'impact que cela peut faire. Je signale que c'est des entités, des villages qui sont assez bien organisés collectivement. La perte d'une vingtaine de mères de famille, un drame social, que de vies brisées. Et nous restons avec le secrétaire général du gouvernement qui affirme que l'État du Sénégal fait des efforts pour accompagner les populations des îles du Saloum dans leur principale activité qui est la pêche. Selon Abdoulatif Coulibaly, une délégation était d'ailleurs tout récemment à Bettenty. Nous l'écoutons toujours au micro de Fatou Kinedem. Il y a moins de 2 mois, j'étais avec le ministre de la Pêche Omar Gueye, nous étions à Missira, qui est le fronton où descendent justement toutes les populations qui viennent des îles qui sont à la frontière avec la Gambie. Missira, c'est pratiquement l'escale principale. Le ministre est parti là-bas avec plus de 500 gilets donnés au groupement de femmes. Également par ailleurs, le gouvernement travaille sur un projet pour que les pirogues faites en bois soient remplacées par des pirogues en fibre de verre. Ce qui évitera quand une pirogue chavire que l'épave se retrouve au fond de la mer. Bien que les passagers peuvent s'agripper à la pirogue en attendant que le sauvetage puisse se faire. Bettenty, un drame qui vient s'ajouter à la longue liste d'incidents malheureux que le Sénégal connaît ces derniers temps. L'origine du chavirement n'est pas encore connue, mais une enquête a été ouverte, Tiboukan. Le bilan est lourd, très lourd même. 19 femmes mortes dans ce naufrage. L'une des pires tragédies que l'île de Bettenty a connues et qui a fini de plonger ses populations dans la tristesse et la consternation. Elles étaient une soixantaine à embarquer dans une pirogue à la recherche de fruits de mer, une des principales activités génératrices de revenus dans cette zone dans la commune de Toubacouta. 40 d'entre elles ont été blessées suite au chavirement de leur navire. Parmi elles, 2 femmes en état de grossesse admises à l'hôpital de Missira. Pour le moment, la cause exacte de l'incident n'est pas encore déterminée, mais la thèse de la surcharge est avancée. En attendant d'y voir clair, une question brûle toutes les lèvres. Pourquoi autant de femmes dans le navire à la recherche de gagne-pain et pourquoi les hommes n'étaient pas de la partie? Dans cette zone, l'activité est généralement réservée aux femmes, mais souvent dans des conditions parfois en déphasage avec les normes de sécurité requises. Souvent, elles embarquent en surnombre dans des pirogues et beaucoup d'entre elles ne portent pas de gilet de sauvetage. Était-ce le cas pour ce drame? Difficile d'y répondre pour le moment, mais connaissant l'importance du port de gilet de sauvetage, l'on dira sans doute qu'il n'y aurait pas eu autant de morts si toutes ces femmes avaient porté un gilet. Et les autorités maritimes dans tout ça, veillent-elles au respect des normes de sécurité dans ces zones enclavées? Ont-elles vraiment pris les devants pour encadrer l'activité de ces braves dames? Y a-t-il une surveillance accrue dans cette zone pour dissuader ceux qui s'aventurent à aller en mer sans se conformer aux normes sécuritaires? Voilà autant de questions qui méritent d'être posées. Ibrahim Khan, merci. Vous venez de poser ces questions, naturellement, avec un accident au bilan aussi macabre, légitime, que l'opinion publique cherche à comprendre ce qui s'est réellement passé. Alors, du côté de notre rédaction, nos reporters sont allés à la rencontre de femmes plongeuses du côté de la pointe des Almadies, ici à Angor. Habituées de la mer, elles nous expliquent les risques encourus au quotidien, mais aussi et surtout la nécessité de se prémunir pour prévenir toute forme d'accident. Ibou Diouf. S'équiper avec les moyens du bord, tout en sachant qu'elles auront à faire face à la furie des vagues, la salinité de la mer aussi. Ces bonnes dames partagent tous une passion,
Je veux dire une occupation, la recherche de ces fruits de mer. C'est ma maman qui m'a appris ce métier. Dieu merci, je gagne bien ma vie avec cette activité, même si quelquefois l'eau est très froide. Les oursins nous piquent, parfois même on est obligé de payer des piqûres de tétanos. Tout comme citoyens sénégalais, ces plongeuses de la pointe des Almadies partagent la peine. Suite à la disparition des femmes de Bettenty, une tragédie qui remet au goût du jour la question de la sécurité en mer. La mer est parfois capricieuse. C'est triste, surtout pour des mères de famille. Je présente toutes mes condoléances et je prie pour le repos de leur âme. C'est vraiment une tragédie. Sur ces roches de la pointe des Almadies, ces plongeuses demandent plus d'assistance dans l'exercice de leur activité. Ici, nous n'avons pas d'équipement. On fait avec les moyens du bord. Mais bon, on n'a pas le choix aussi. On n'a pas de combinaison, on n'a rien. Nous lançons d'ailleurs un appel aux autorités pour un soutien conséquent. Nous attendons toujours le soutien de bonne volonté pour espérer travailler avec beaucoup plus de sécurité. De la pointe des Almadies aux îles du Saloum, en passant par Bettenty, l'extraction des flux de mer mobilise des centaines de femmes. Elles bravent la mer et ses caprices à la recherche de quoi amener à la maison. Comprendre le drame de Bettenty pour mieux situer les responsabilités. Cette fois-ci, ce sont les citoyens qui s'expriment. Selon nos interlocuteurs, le laxisme de la part des populations, mais aussi des autorités, en est la principale cause. Je vous propose de les écouter dans ce micro-trottoir signé Chertidiane John. Par rapport à l'enseignement qu'on peut tirer du bateau Lodiola, si réellement les Sénégalais ont pris conscience de ça, je pense que non. Vous regardez plusieurs paramètres dans la ville, tout ce qui peut être interdit et accepté, non seulement par la population, mais accompagné de l'État. Parce qu'ils ne prennent pas les mesures nécessaires, adéquates, pour freiner certaines choses. Prenons l'exemple des cas rapides. Chaque jour que Dieu fait, à un moment, on a eu à prendre des dispositions pour que les gens ne se mettent plus en mouton dans les cars. Et en réalité, c'est aujourd'hui que c'est encore pire. Et une chose est de conscientiser la population, mais une autre chose est que la population puisse écouter ce que les autorités disent. Parce que vous voyez, par exemple, quand vous prenez les cars rapides ou bien les Tata, les places assises sont pleines. Elles sont pleines et on veut quand même toujours entasser. Et vous voyez même des Tata qui sont sur le côté. Et ça, c'est très grave. Il y a des personnes qui sont même accrochées au bus et autres et tout. Les autorités, c'est eux qui nous ont dit qu'ils ont créé les mesures là. Maintenant, il faut qu'on l'applique. Il faut sanctionner. Il faut sanctionner. Prendre des dispositions nécessaires pour éviter. C'est-à-dire qu'il faut impérativement que les Sénégalais prennent conscience de certaines choses. Graoul, cette surenchère de Graoul peut peut être très grave demain. Politique à présent, je vous l'ai annoncé tout à l'heure en titre, Bamba Fall hume enfin l'ère de la liberté. Il a quitté Rebeuss, direction son fief de la Médina. Alors avec nous tout de suite en ligne dans cette édition, Hadia Talla. Hadia, bonsoir. Bonsoir Sarah Cissé. Alors j'imagine qu'à la Médina, l'émotion est à son comble. Oui, effectivement, l'émotion est à son comble et puis les gens sont tous contents. Nous sommes ici à l'ancienne mairie de la Médina où de nombreux administrés et partisans de Bamba Fall attendent impatiemment leur édile. Il y a Birakan Ndiaye qui est directeur de cabinet de Khalifa Sall, un ex-co-détenu de Bamba Fall qui vient juste d'arriver dans les locaux. Vêtu de blanc, il a été acclamé par la foule. Il faut comprendre ici, nous avons l'habitude aussi de voir un tapis rouge déroulé pour un note de marque, mais ici à la mairie, les partisans ont étalé une centaine de mètres de tissu blanc sur le chemin que doit emprunter Bamba Fall. À l'entrée, des seaux d'eau sont alignés. Pour y voir plus clair, nous sommes avec le maire Gorambaye, qui est premier adjoint au maire de la Médina. Gorambaye, qu'est-ce qui explique tout cet arsenal ici à la mairie? Bon, cela se comprend parce que nous sommes africains, nous sommes sénégalais. Il y a des moments de la vie où on retourne aux traditions.
Et ça, c'est un moment très symbolique. Je peux dire aujourd'hui qu'on est dans le retrouvailles avec un maire prodige, un maire auquel la Médina est très attachée. Et rien qu'aujourd'hui, le constat de l'allégresse qui règne dans la Médina montre ici la proximité de Bamba Fall avec ses administrés. Et cela, c'est une marque de témoignage, d'affection et d'attachement de la population à son égard. Donc, Sarah, ce qu'il faut retenir est que Bamba Fall, selon certaines sources dignes de foi, il a quitté le tribunal en direction de la mairie. Donc, d'un moment à l'autre, nous attendons son arrivée ici, Bamba Fall, élargi de prison et qui bénéficie d'une liberté provisoire après plusieurs mois de geôle. Ses avocats ont quand même promis de poursuivre le combat pour vraiment obtenir un non-lieu total. Et pour finir, Sarah, la mobilisation est très forte ici à la Médina. Des responsables politiques, des militants et autres partisans et sympathisants ont fait le déplacement ici à la mairie où Bamba Fall est attendu. Merci beaucoup Khady Attala pour ce compte rendu. On continue toujours en politique, parler cette fois-ci d'un après-midi assez mouvementé pour les jeunesses républicaines réunies autour de la Cogère. Leur point de presse a été émaillé par un incident. Alors tout a commencé lorsque Marième Thiam Babou a voulu accéder au présidium, ce que ses camarades de parti lui ont refusé. Résultat, des bousculades, du vacarme et une réunion qui a démarré avec plus d'une heure de retard. Le compte rendu, il est signé Fatidien. Au départ, un point de presse, plus d'une heure de retard accusé. La cérémonie peine à démarrer. Certains se bousculent, d'autres crient. Tous les regards sont tournés vers ce présidium. L'appel au calme est tombé dans l'oreille d'un sourd. La cérémonie démarre avec plus d'une heure de retard. Les jeunesses républicaines annoncent enfin leur programme de mobilisation. Convaincus de la nécessité de donner au président Macky Sall, toujours président de l'Alliance pour la République, une majorité solide, gage de la poursuite avec succès des projets et programmes du PSE en vue d'atteindre l'émergence en 2035. Pendant tout ce temps, Marième Thiam Babou est restée debout. Même après ce point de presse, difficile de l'approcher. Ses camarades de parti lui refusent tout face à face avec la presse. Élection législative du 30 juillet prochain à Rufisque, la pré-campagne est lancée. Le Parti démocratique renouvelle ses structures. La Ligue démocratique, elle, entame ses négociations avec Benno Bokk Yakaar et n'exclut pas d'aller seule si ces conditions ne sont pas respectées. Ousseynou Thiam, Bira Diagne pour les précisions. À Rufisque, les politiques ont tous lancé leur pré-campagne pour les législatives du 30 juillet prochain. Dans les différents états-majors politiques, l'heure est à la remobilisation des troupes. Les libéraux poursuivent l'installation de leurs structures dans les différentes localités. Dans le but de renouveler les bureaux, remplacer ce qui était plus présent, donc remobiliser les militants en direction des élections législatives. C'est le seul but de la réunion d'aujourd'hui. Seulement aujourd'hui, nous avons constaté que le parti vit encore. C'est comme si l'heure a sonné. Donc on a espoir vraiment qu'au soir du 31 juillet 2017, on va sortir vainqueur au niveau du département de Rufisque. Chez les Dialaristes, les responsables ont reçu mandat d'aller négocier avec la coalition Benno Bokk Yakaar. Le bureau politique a donné mandat de négocier avec Benno Bokk Yakaar. Ici au niveau du département de Rufisque, au niveau de l'ensemble des départements du Sénégal, nous irons négocier au niveau national. Évidemment, s'il y a négociation, mais rappelez que la Ligue démocratique n'est pas prête et ne sera pas prête à s'allier à qui que ce soit. Je crois qu'il y a un minimum pour aller ensemble. Si ceux avec qui nous devons aller ensemble pour représenter le peuple sénégalais à l'Assemblée nationale, pour continuer à défendre l'idéal de la gauche à l'Assemblée nationale, nous devons être présents à l'Assemblée nationale et bien représentés. Ces politiques de la mouvance présidentielle comme de l'opposition réclament la prolongation des inscriptions sur les listes électorales.
Balai des syndicalistes dans le nord du pays avant les élections de représentativité. Après la sortie de Sidi India et la semaine dernière, Ibrahima Sarr contre-attaque et le traite d'aventurier du mouvement syndical. Selon lui, le secrétaire général de la FGTS doit s'occuper des travailleurs de son syndicat qui sont restés des mois sans salaire. Concernant la convention agricole, il souhaite une rencontre nationale avec le gouvernement pour prendre une décision unanime. Ibrahima Sarr, que je propose d'écouter au micro de nos correspondants au Ousseynou Diop et Habib Seck. Nous pensons aussi qu'il faut tout faire pour sauvegarder l'entreprise qui est notre outil de travail. Contrairement à certains syndicalistes qui pensent qu'ils sont à l'air ou encore à l'air, où il faut s'agiter et les yeux fermés, sans inconsciemment, pour menacer des grèves en l'air. Mais comme on le dit en Wolof, saga yakamti xeex la. Nous ne pensons pas que le gouvernement lui seul peut se lever d'un beau jour pour décréter une convention. Une convention se discute. Malheureusement, ceux qui sont analphabètes dans le mouvement syndical, les aventuriers du mouvement syndical ne savent pas ça. C'est pourquoi nous pensons qu'aujourd'hui, les travailleurs des GDS vont se raviser. Ils vont comprendre que ce qui passe ici, pour leur raconter des sornettes, pour leur dire que venez, on va vous aider, doivent d'abord balayer par la devanture de leur maison. Ils doivent régler les problèmes au niveau de leur syndicat de base d'abord, faire en sorte que leurs travailleurs qui n'ont pas de salaire depuis plusieurs mois soient payés. Ensuite, dire à d'autres qui sont là depuis des années, en se disant centrale syndicale plus représentative, qui n'ont rien fait pour les travailleurs, toutes les conquêtes que les travailleurs ont reçues datent de très longtemps. La jeune génération de syndicalistes n'a rien apporté, n'a apporté que de la parole. C'est pourquoi nous sommes venus dire aux travailleurs de se raviser, de faire de sorte que l'unité demeure et qu'au moment des élections, qu'ils fassent le choix utile. Une première dans le monde de l'éducation, des élections de représentativité sont organisées. Au total, 32 organisations syndicales vont aller aux urnes avec un peu plus de 95 000 enseignants. Le fichier demeure fiable selon le ministre du Travail, Fatou Bintou Conté, Thierno Laurent Mendy. Les enseignants aux urnes ce mercredi pour clarifier le champ syndical. Au total, 32 organisations syndicales vont aller aux élections pour la première fois. C'est pour la première fois notre pays va organiser des élections de représentativité dans le secteur de l'éducation et de la formation, dans les syndicats sectoriels. Ceci a été rendu possible par un accord que nous avons signé avec les enseignants depuis 2012, où eux-mêmes demandaient qu'on puisse organiser ces élections pour savoir quel était le poids de chacun d'entre eux. Parce qu'il n'était pas possible de négocier avec une cinquantaine de syndicats d'enseignants. Sur les 40 syndicats qui ont participé au processus, 32 syndicats ont déposé leur dossier de candidature. Ces élections de représentativité syndicale demeurent un moyen de mettre fin à la cacophonie qui pollue les négociations. Et il faut au moins 10% des suffrages exprimés pour espérer représenter les enseignants. Ces élections vont nous permettre de désigner des représentants qui sont des représentants des enseignants et des représentants suffisamment forts. Parce que ça va organiser le dialogue social. Vous savez, avant, pour négocier, on négociait avec 49 syndicats. Et 49 syndicats, vous pouvez être d'accord avec les 38, 39, les autres allaient faire des conférences de presse. Ce qui fait qu'il faut rationaliser le secteur. C'est que dans chacun de ces collèges, pour qu'un syndicat puisse être considéré comme syndicat représentatif, il faut qu'il ait au moins 10% des suffrages valablement exprimés. Quant au fichier, sa fiabilité ne fait l'objet d'aucun doute, selon le ministre du Travail. Le fichier est fiable parce que c'est un fichier qui est remonté de la base au sommet et on l'a présenté aux organisations d'enseignants qui sont repartis avec le fichier. Ils avaient un mois pour faire des réclamations pour ce qui avait fait l'objet d'une mutation. Ça a été corrigé et le fichier est fiable. Deuxièmement, le fichier est fiable et les bureaux de vote et les lieux de vote sont déterminés par les commissions électorales. Il faut savoir qu'ils sont un peu plus de 95 000 enseignants répartis dans un peu moins d'une cinquantaine d'organisations syndicales. Avec ces élections, une nouvelle donne s'impose afin que les enseignants soient représentés dignement lors des négociations.
Parlons santé à présent. La journée mondiale du paludisme est célébrée ce mardi à Kaolack. Les acteurs de la santé se réjouissent des résultats obtenus ces dernières années. L'objectif que se sont fixés ces acteurs du ministère de la Santé, c'est d'éliminer le paludisme au plus tard en l'an 2030. Mais il reste beaucoup à faire au niveau de la région de Kaolack qui, selon le médecin-chef de région, garde toujours beaucoup de facteurs de propagation du paludisme. Ibrahima Diamé, Amadouba. Le paludisme a connu une nette régression au Sénégal, se réjouissent les acteurs de la santé. Selon le coordinateur du programme national de lutte contre cette pathologie, seulement 3% en souffrent aujourd'hui sur l'ensemble des malades recensés au Sénégal. Voilà, de petits soucis avec cet élément, nous n'excluons pas d'y revenir certainement dans nos prochaines éditions. Culture à présent, la 25e édition du Festival international de jazz de Saint-Louis vit ses premières heures. De grands noms du jazz sont attendus durant tout le festival. Dans la vieille ville, la sécurité est renforcée pour un bon déroulement de l'événement culturel à envergure internationale. Après plusieurs opérations sécuritaires, 50 personnes ont été interpellées, plus de 47 véhicules mis en fourrière pour l'édition 2017. Les autorités locales assurent que toutes les mesures ont été prises. C'est un reportage du Sénou Diop et Abib Saka. La 25e édition du Festival international de jazz de Saint-Louis se prépare activement. L'année dernière, la sécurité a fait beaucoup de bruit dans le monde, mais avec l'édition 2017, la sécurité des festivaliers sera bien prise en compte. Je sors d'une réunion avec le gouverneur sur les problèmes sécuritaires. C'est extrêmement important. Sécurité, incendie, sécurité des personnes et des biens, sécurité aussi du public. Parce que le public aussi vient pour nous, pour ce festival, pour Saint-Louis. Après des opérations de sécurisation menées à Saint-Louis et dans les autres villes du département, plus de 50 personnes ont été arrêtées et 47 voitures mises en fourrière. Au cours de cette opération, donc, des résultats satisfaisants ont été obtenus. Plusieurs personnes ont été interpellées pour différentes infractions et des véhicules immobilisés. Cela, c'est pour donner une alerte à tous ceux qui seraient tentés, en tout cas, de perturber le déroulement des festivités pour lesquelles des sommités internationales sont attendues. Il y a 50 personnes qui ont été interpellées et 45 véhicules mis en fourrière. Après une visite conjointe des différents services, l'administration régionale a rassuré que toutes les mesures seront prises. Les forces de défense et de sécurité sont prêtes. Elles ont déjà mis en place leur état-major qui a fini de travailler sur l'ordre d'opération pour couvrir l'événement. Maintenant, à l'issue de cette rencontre, il était question de venir ici sur le site pour voir un peu les installations qui sont réalisées et apporter les corrections utiles à la lumière un peu des impératifs de sécurité qui s'imposent. Dans quelques heures, Saint-Louis va vibrer au rythme du jazz. De grands noms sont attendus dans la vieille ville du 24 au 1er mai. Des séries de sensibilisation seront aussi menées pour la préservation du patrimoine de Saint-Louis. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Encore une fois, toutes nos condoléances à la famille de Joe Wakam, aux familles des victimes de Bettenty. Tout de suite, l'invité du 20h, Antoine Diouf, reçoit Samba Ndiaye, directeur général de la CIRN. Excellente suite des programmes sur la TFM. Excellente soirée. Mesdames, Messieurs, bonsoir.